Est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête de situations justement où est-ce que la performance a été juste ajustée avec une approche plus accessible? Mais déjà, si quelqu'un pose toujours la même question, la première chose, c'est de ne pas essayer de donner tout le temps la même réponse. Effectivement. Tu parles à mon cœur, Julie. Donc, vous avez quelqu'un d'autre que nous qui vous le dit. Modifier la façon dont on répond. Énormément de gens qui ont besoin d'un rappel visuel de ce qu'on leur a dit verbalement. Juste le fait que ça soit écrit sur un papier, on n'est pas obligé de le garder dans notre tête. Ça fait que ça nous bouffe moins d'énergie. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Nuance-moi ça avec vos nuanceuses préférées, Mélissa et Fran. En fait, on espère qu'on est vos préférés. Puis ça tombe bien parce qu'on a une nuanceuse invitée aujourd'hui, Julie Savage-Fournier. Comment Bonjour. ça va? Ça va super bien. J'espère que je vais faire partie des favorites après l'épisode. J'ai aucun doute. Moi aussi, je te mets en top 1 du top 3. Là, fait que... Merci, c'est gentil. Fait qu'on est là pour parler d'ingénierie. Oui. Hey, c'est quoi le rapport? Ingénierie, neuroinclusion au travail. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc, Julie, t'es ingénieure industrielle. Puis, tu travailles beaucoup au niveau des processus. Puis on s'est rencontrés il y a de cela maintenant 3 ans dans un événement sur la neurodiversité. Puis, tu avais fait une conférence sur, justement, la neuroinclusion en milieu de travail à travers les principes de l'amélioration continue puis du Kaizen. Puis, c'était vraiment intéressant parce que tu viens dire des choses comme ce qu'on dit, mais sur un angle différent. Fait que c'est ça, le but aujourd'hui, c'est d'essayer de venir voir comment est-ce que l'amélioration continue fait une pierre plusieurs coups au sein de l'organisation avec cette lentille-là et ce vécu expérientiel-là. Mais je te laisserai peut-être te présenter davantage. Oui, donc je suis ingénieure industrielle. J'ai aussi une maîtrise en génie industriel, Lean Six Sigma Master Black Belt. Donc, mon expertise, c'est réellement les processus, les méthodes de travail, mais aussi comme ingénieur industriel, comme on doit aménager des postes de travail, pas seulement créer des méthodes de travail, mais on est formé également en ergonomie. Puis justement, ma conférence parlait du fait que la plupart des choses qu'on propose en inclusion de la neurodiversité, c'est des principes d'ergonomie de base qui profitent à tout le monde dans le fond. Donc, c'est pas exceptionnel non plus d'avoir besoin de ces choses-là. Tout le monde en a besoin. Puis, tu sais, pour le bénéfice de tout le monde qui écoute, si on parle d'ergonomie, souvent, ce qui vient en tête, c'est d'avoir une chaise ergonomique bien ajustée, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, mais en fait, c'est sûr qu'il y a la posture de travail, mais il n'y a pas juste la chaise, il y a aussi comment on place les choses sur le bureau, les mouvements de bras qui sont naturels. Il y a aussi toute la partie cognitive de l'ergonomie, donc d'afficher les informations de la façon qu'elle soit le plus facile possible à comprendre. Parce que, par exemple, dans notre champ de vision, on a un champ de vision très, très limité pour lire un texte, mais on peut utiliser notre vision périphérique pour voir des couleurs. Donc, c'est pour ça qu'en génie industriel, on va beaucoup utiliser les codes de couleurs pour que l'information soit transmise beaucoup plus rapidement puis plus facile à traiter. Mm-hmm. Puis, c'est drôle, mais de l'information plus facile à traiter pour un cerveau, ben c'est un petit peu ça qu'on cherche. Dans cette ère de surinformation constante, c'est quand même aidant. C'est fascinant parce que je t'écoute parler, Julie, et parce que je te suis sur les réseaux sociaux, je vois tes articles de blog, je vois tes posts LinkedIn qui prennent vie dans tes mots. Fait que si vous ne suivez pas déjà Julie, allez la suivre parce qu'il y a encore plus dans tout ce qu'elle dit qui est vraiment intéressant. Là. Je vois plein de tes anecdotes là, par rapport à ce que tu rapportes en ce moment. Et des fois, il y a des petits chats. En plus. Oui. Plus que des fois, souvent. Ils sont souvent là pour nous rendre très heureuses. En tout cas, moi, ça marche. Mais je suis vraiment un auditoire facile dès qu'il y a des chats. Donc... OK, back on track. Information facile à recevoir, transmettre et digérer, nous disions. Oui, mais justement, le fait qu'on reçoit trop d'informations dans une journée, mais ça fait partie des choses qui nuisent à notre productivité, mais qui nuisent globalement à la productivité de tout le monde. Mm-hmm. Et ben, des fois, c'est aussi simple que, mais oui, des fois, une réunion peut être un email, mais la plupart du temps,
10 emails peut être une réunion aussi, là. Je pense qu'il y a un qui mérite plus que toutes les pauses de cette réunion. Elle peut être un email. Je suis comme, tu sais, pour moi, au niveau de la consommation d'informations puis de l'effort cognitif, de tout lire dans un courriel me demande tellement beaucoup plus que de pouvoir juste en parler avec quelqu'un. Fait que c'est pas universellement vrai, cette affirmation. En fait, puis tu me reprendras si je me trompe, Julie. J'ai l'impression que c'est parce qu'on utilise mal et les emails et les réunions, Oui. en fait. Parce qu'une réunion peut être très efficace et un email peut être très efficace, à condition, dans les deux cas, tu appliques des Effectivement. principes. Ben déjà, une réunion, ça sert à prendre des décisions. Juste la fonction nous informe Oui. déjà. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il y a juste une personne qui parle, on n'est pas dans une réunion, on est dans une conférence. C'est intéressant comme changement de perspective, j'aime ça. Catégoriser, simplifier. Fait que tout ça avec, justement, tu sais, là, on parle au niveau de cette surstimulation-là, puis on en parle beaucoup, tu sais. Tout le monde n'a pas un TDAH. Ça, c'est bien important de retaper sur ce clou-là. Mais ça s'avère quand même que les gens sont pas mal, franchement, épuisés à plusieurs égards, surtout quand on pense à tout ce qu'on peut consommer sur les réseaux, puis toutes les notifications qu'on peut avoir sur un ordinateur en même temps qu'on travaille. Fait que de se dire justement qu'avec une approche comme ce que tu fais, on vient faire une pierre plusieurs coups, ce qui est nécessaire pour certaines personnes qui pourraient, oui, avoir une situation de handicap, avoir un profil neurodivergent, va être bénéfique pour tout le monde qui est franchement épuisé du cerveau. Mais aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont neurotypiques qui, à cause des interruptions constantes, à cause des réunions une après l'autre, développent des symptômes de stress qui ressemblent beaucoup justement à la neurodifférence. Mais on parle de personnes neurotypiques qui sont même plus capables de gérer ces stimulations-là. Puis pour les personnes neurodifférentes, c'est encore pire. En fait, le seuil est juste plus bas que pour les autres avant de se désorganiser. Mais moi, je rencontre énormément de gens désorganisés et qui ont aucune neurodifférence. Hein. Mm-hmm. Mais puis on est comme les premières générations, les générations qui sont en ce moment en train d'arpenter la Terre. Laissez-moi être poétique si je le veux, s'il vous plaît, merci. Non, mais on est les premières générations à vivre avec cet afflux d'informations, de monde connecté, hyper connecté, électronique. Donc, on va découvrir dans le temps qui s'en vient comment ça va impacter notre cerveau. On ne le sait pas encore, mais ce qu'on comprend, c'est que ça a un méchant impact sur notre cerveau, nos fonctions cognitives, toute notre capacité là, à traiter, digérer l'information. Tu sais, on reçoit déjà beaucoup trop d'informations à la base pour ce que notre cerveau est capable de processer. Puis là, on s'est dit qu'on allait en ajouter plein. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de trafic. Là. Je veux dire, nos neurones, là, en ce moment, les synapses, là, c'est comme pire que la 15 d'un vendredi soir. Là. Comme 15, non, un vendredi soir. Mais aussi, c'est qu'avec la technologie, on a éliminé énormément de moments de transition. Aussi, oui. On a éliminé des moments de pause. Ouais. Parce que en réalité, le 2 minutes que ça prend sortir d'une salle de réunion pour s'en aller dans l'autre salle de réunion, mais c'est suffisant pour faire baisser notre niveau de cortisol. Alors que quand on passe d'une vidéoconférence à l'autre sans interruption, mais le cortisol fait juste augmenter pendant toute la journée jusqu'à ce qu'on prenne une pause. Puis après ça, ben ça prend encore plus de temps à l'éliminer. Plus on l'accumule, plus ça prend du temps à l'éliminer. Oui, puis ces transitions, elles servent aussi à cheminer ce qu'on vient de discuter, d'écouter, d'entendre. Moi, je t'avais de trademark la digestion cognitive. Là, je pense vraiment que c'est important comme concept. Là, mais... Oui, ça me fait penser à Mélissa Cancelier aussi, qui est une neuroscientifique, puis qui parle justement de ces sujets-là, comment est-ce qu'il faut prendre une pause de cerveau, puis pas en allant doom-scroller sur les réseaux. Sociaux. Ce n'est pas une pause, absolument pas. C'est comme être sur un stroboscope constant. Fait que là, on a défini l'ergonomie pour un peu mieux comprendre, puis moi, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ta conférence, puis dans ce que tu apportes dans beaucoup de tes exemples, puis dans plein de conversations qu'on a eues, c'était justement ces parallèles-là avec ta vie à la maison, puis ce que tu voyais avec le travail, puis justement, comment est-ce que tu étais capable d'appliquer des principes, en fait, du Kaizen, de l'amélioration continue, de l'ingénierie de processus à ton domicile pour venir gérer tout le ménage. Oui, mais gérer un peu toute la maison, en fait... c'est en tant que personne neurodifférente,
J'aime me tenir avec des gens qui sont aussi un petit peu spicy du cerveau. Ça fait que je me suis mariée avec quelqu'un qui est formidable, mais qui est totalement à l'opposé de moi. J'aime la tranquillité, le calme et la routine. Et lui, c'est une boule d'excitation qui saute partout. Et puis, nos enfants ont fini par nous ressembler. Ça fait que mon fils et mon mari, quand ils se mettent à se poker l'un l'autre, là, puis que leur enthousiasme me déborde. Mais ma fille et moi, on est un petit peu submergés par leur enthousiasme et on a envie de s'en aller. Donc, on s'est retrouvés justement avec des enfants neurodifférents qui étaient un petit peu durs à gérer pour tout le monde, dont la garderie qui m'a appelé plusieurs fois, puis on a fini par avoir des psychoéducatrices du CLSC qui sont venues chez nous pour nous aider justement à comprendre ces deux petites bébites-là, puis à savoir comment s'organiser en tant que famille. Puis c'est drôle, là, mais quand elles m'ont dit « Ah, mais ça leur prend une routine visuelle », j'ai fait comme « Ah, c'est comme une cartographie de processus. » Je sais faire ça, moi. Je sais faire ça. Puis là, ça va leur prendre un tableau où est-ce qu'on met des petits collants. J'ai fait comme des KPI. Puis là, j'ai fait comme mais c'est comme une station visuelle opérationnelle en fait. Ça fait que c'est ça, on s'est retrouvés avec un daily management system à la maison, mais c'est pas comme ça que les psychoéducatrices l'appelaient. Mais c'était exactement ce que je faisais dans mon travail, dans ma vie. D'ailleurs, elles ont été impressionnées par la routine visuelle que j'ai faite pour les enfants. J'ai comme aucune surprise. Vraiment ça. C'est ça, c'est ces meilleures pratiques-là, des fois même que, tu sais, on fait au travail puis qu'on oublie que ça peut venir nous aider dans d'autres champs de notre vie ou vice-versa. Tu sais, il y a des choses qu'on fait dans notre vie personnelle puis on se dit, on n'a pas pensé à l'appliquer dans notre cadre professionnel non plus. J'ai une petite anecdote par rapport au travail, par rapport à ça. Justement, dans un des projets d'amélioration continue que j'ai mené, c'était avec un groupe d'infirmières et d'inhalothérapeutes. Puis, je leur ai fait un bureau standardisé 5S. Donc, ça, pour les gens qui savent pas ce que c'est le 5S, c'est une méthode d'organisation où on s'assure de garder uniquement les choses qui sont utiles à notre poste de travail et on désigne des endroits pour les placer, ce qui fait en sorte que visuellement, mais on est capable de voir est-ce qu'il manque quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose en trop. Puis, pour la gestion du changement, justement, on a fait un bureau modèle, puis j'avais laissé des post-it pour que les gens fassent leurs commentaires. Et les premiers commentaires qu'on a eus, c'est « On n'est pas à la maternelle ». OK. Et j'ai répondu à ce commentaire-là justement en disant « Non, on n'est pas à la maternelle. Par contre, il y a des choses qu'on apprend et qu'on maîtrise depuis la maternelle et qu'on n'applique pas, mais qu'on peut utiliser pour les trucs insignifiants comme où placer ma brocheuse sur mon bureau. Parce qu'en tant qu'inhalothérapeute ou infirmière, c'est pas la décision la plus importante de ta journée. Non. Puis le fait que ça soit évident, assez évident pour qu'un enfant de maternelle soit capable de le déterminer, mais ça te laisse toute cette énergie-là de ton cerveau pour t'occuper d'autres choses de tellement plus importantes. Puis ça fait partie des problèmes qu'on a au travail maintenant, c'est que on dépense trop d'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance. Des micro-décisions, là, tout le temps, effectivement. Ouais. C'est un bel exemple. Quand chaque chose a sa maison, c'est tellement plus facile. Moi, c'est l'exemple que j'utilise, c'est chez nous, là, que chaque objet a sa maison. Même chose pour les fichiers informatiques, même chose pour tout ce qu'on fait. Puis je me souviens, tu avais donné l'exemple où ce que tu devais suivre ton temps avec ton application. Fait que tu avais mis un washi tape sur ton bureau pour t'assurer de penser à déposer ton téléphone. Puis quand tu le déposais, ça créait la routine de je démarre mon application pour tracker mon temps. Là, moi, j'ai un grand aveu à faire. Là. Ça fait 4 ans là, qu'on se connaît, Mel, puis à chaque fois que tu dis washi tape, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Masking tape. Cute. Okay. Cute. J'adore. J'en ai peut-être une roulette dans ma sacoche. Merci, je me sens mieux. J'ai jamais osé le demander avant, mais je savais pas ce que c'était. C'est du masking tape de bricolage, en fait, ou de scrapbooking. Parfait, c'est bon, je vois. Le masking tape, ça fait pas si longtemps que je sais c'est quoi aussi. Fait que...
à ma défense, c'est pas parce que je bricole pas ou que je fais pas des choses manuelles, c'est juste que c'est pas comme ça que je les appelais en grandissant, ça a l'air. Le ruban adhésif pour faire la peinture puis faire le découpage. Merci. Washi tape, masking tape, cute. Parfait, noté, continuez. Mais le pire, c'est que je l'utilise de plus en plus parce que je me suis rendu compte, justement, en animant des ateliers de révision de processus, mais il y a des gens qui sont super à l'aise à placer des post-it, mais quand c'est le moment de dessiner les flèches, ils figent parce qu'ils ont tellement peur de faire une erreur. OK. Ça fait que maintenant, j'utilise le tape pour faire les flèches parce que là, ils peuvent l'enlever puis le déplacer puis ça paraîtra pas. Il est comme moins intimidant comme ça. C'est beaucoup moins intimidant puis ça fait partie justement d'une des façons que j'ai trouvées pour inclure l'opinion des gens qui ont peur de donner leur opinion dans... Puis, en fait, j'ai jamais pensé à ça en termes de neurodiversité. Moi, j'ai juste pensé à ça en termes de je veux que tout le monde puisse s'exprimer dans un atelier comme ça, là. Ce qui va tout à fait avec la neurodiversité au final, parce que qu'on aborde la notion de profil neurodivergent ou pas, dans la neurodiversité, il y a de la variabilité par définition dans les manières de s'exprimer, d'encoder l'information. Fait que c'est merveilleux, ça. C'est affirmatif de la neurodiversité. Fait que, tu sais, justement, tu sais, dans des exemples de... tu sais, là, on a parlé un peu de comment est-ce qu'on peut décharger le cerveau de ces choses qui pourraient être juste automatisées dans notre environnement physiquement, comme avec des rappels visuels, etc. Dans des opérations, souvent, ce qu'on entend, puis ce qu'on passe beaucoup de temps à expliquer, à réexprimer, puis que j'aimerais aussi avoir ton afflux là-dessus, c'est des situations, tu sais, où les gens, par exemple, au niveau de la performance, des personnes qui posent toujours les mêmes questions, des personnes qui, au niveau de la performance, les employeurs ont l'impression qu'ils expliquent et réexpliquent, mais que ça vient pas bonifier. Puis de réfléchir au système autour, puis comment est-ce que le système peut être plus accessible pour tout le monde. Tu sais, est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête de situations, justement, où est-ce que la performance a été juste ajustée avec une approche plus accessible? Mais déjà, si quelqu'un pose toujours la même question, la première chose, c'est de ne pas essayer de donner tout le temps la même réponse. Effectivement. Tu parles à mon cœur, Julie. Donc, vous avez quelqu'un d'autre que nous qui vous le dit. Modifier la façon dont on répond. Il y a énormément de gens qui ont besoin d'un rappel visuel de ce qu'on leur a dit verbalement. Mm-hmm. Puis c'est même bon pour une personne qui est auditive parce que juste le fait que ça soit écrit sur un papier, on n'est pas obligé de le garder dans notre tête. Exact. Ça fait que ça nous bouffe moins d'énergie. Il y a... J'ai jamais envisagé ça sous cet angle-là, mais il y a tellement de façons de faire en sorte que les attentes soient plus claires. Déjà, tantôt, je parlais des stations visuelles opérationnelles. Quand on est, par exemple, sur une ligne de production, mais ces stations visuelles-là, elles permettent à toute personne de voir rapidement où est-ce qu'on est rendu dans le travail, puis c'est quoi le prochain travail à faire. Mais c'est des choses qu'on peut reproduire aussi dans les bureaux. Donc, c'est pour ça que maintenant, presque tous les logiciels de gestion de projet ou de gestion de tâches ont une vue Kanban, parce que c'est justement à ça que ça sert. Souvent, c'est très mal utilisé parce que la première règle d'un Kanban, c'est de faire en sorte qu'on travaille sur une chose à la fois. Donc, dans la catégorie en cours, il devrait jamais y avoir plus qu'une carte. Puis malheureusement, avec la technologie, on est capable de mettre plus qu'une carte dedans. Donc, on perd totalement l'efficacité de ça. On parle souvent de flux unitaire en production. Ça fonctionne aussi dans le travail cognitif, dans le travail de bureau. Commencer une tâche et la finir, c'est 1000 fois plus productif que d'en commencer 20 puis d'en finir aucune. Puis ça demande aussi moins d'efforts. Souvent, les gens résistent à faire ça parce que ils ont peur de prendre du retard. Mais en réalité, ils prennent pas du tout de retard parce que dans le temps où ils n'arrivent pas à réaliser 20 tâches, s'ils les prennent une par une, ils vont en réaliser 10. Mm-hmm. On a l'impression que d'en ouvrir plein, c'est comme d'être productive, alors qu'en fait, c'est d'arriver à mener les tâches à terme là, qui vont être bien plus
bien plus efficace et pertinent, puis qui va soulager aussi notre charge cognitive associée à la tâche en question. Là, on en ouvre plein, c'est toutes des parenthèses ouvertes, puis ça s'accumule, puis on est à saturation à un moment donné. Ouais, ben moi, quand je finis une journée avec 28 onglets ouverts dans mon navigateur, ben à la fin de la journée, je les ferme tous, là. Je reviens pas sur les 28 onglets, là. Julie, do not come at me like that. M'attaque pas comme ça. Mes onglets, c'est mes onglets de support émotionnel, OK? J'ai de la peine de les fermer. Non, mais je sais que tu as bien raison. T'as le droit de les garder comme support émotionnel ou comme rappel ou peu importe. Sauf que prends conscience que tu vas pas aller les regarder. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand j'en ferme un par accident, c'est comme une libération émotionnelle pratiquement de comme, OK, j'accepte que je n'irai pas lire cet article de blog qui est ouvert dans un onglet depuis genre 2022. Ben moi, j'ai comme un dossier complet là, d'articles scientifiques que j'ai pas lus, puis j'ai une pile de livres que j'ai pas lus, puis j'ai des armoires complètes de patrons de tricot que j'ai pas tricotés, puis mais c'est à un moment donné, il faut arriver à prendre conscience que on y arrivera pas. Ben oui, puis t'as bien raison. Puis en plus, c'est bien plus satisfaisant de se dire, je me fais la liste pour le moment où je vais avoir la motivation, l'envie, la raison, la pertinence d'aller le lire, que de l'avoir juste ouvert puis qui est comme un genre, il te regarde là, avec un petit air culpabilisant tout le temps. C'est comme un rappel de ton échec, là. Oui, constant. J'avais pas prévu qu'on allait là aujourd'hui. OK, continuons. Fait qu'en termes de... On tape beaucoup sur ce clou-là au niveau des processus. À chaque formation qu'on donne, à chaque client qu'on rencontre, parce que c'est la clé d'une bonne partie du succès d'une approche en neuroinclusion. Tout le monde n'est pas capable de visualiser les étapes clairement, puis l'interrelation entre les différentes tâches. Puis c'est ça souvent qui fait qu'on a un manque de clarté dans comment est-ce qu'on transige l'information, dans comment est-ce qu'on livre, qu'est-ce qu'on a livré, dans la qualité qu'on a atteinte dans ce qu'on fait. Puis tout ça a plein de valeurs ajoutées, tu sais, en plus d'aider à clarifier le travail, tu sais, on augmente la valeur de revente de l'entreprise. Fait qu'il y a plusieurs avantages à, mais j'ai toujours l'impression que c'est ce morceau-là que les entreprises vont mettre dans la pile de nice to have, de bon à avoir, mais quand on aura le temps à un moment donné, alors que, à mon sincère avis, c'est crucial de le faire hier. Ça, là-dessus, je pense que tu es probablement d'accord avec moi. Oui, puis c'est pour ça que j'ai une approche particulière de l'amélioration continue, justement, parce que tout ce qui est lean, amélioration continue, depuis les années 90, a vraiment été présenté comme un travail d'expert, où il faut étudier beaucoup de choses, puis beaucoup de trucs statistiques et tout ça, puis c'est intimidant, puis là, il y a les couleurs de ceinture, puis là, on a l'air d'un club de karaté, puis peut-être qu'on va taper du monde, puis, mais en fait, c'est pas ça du tout. Je t'imagine juste dans Fight Club, là, comme... Mais non, imagine-moi dans Karate Kid, là, comme ça. OK, c'est bon. C'est quand même très divertissant comme image aussi. Ah, je suis fan. Oui, c'est ça, c'est... Mais moi, j'ai adopté une approche de l'amélioration continue qui s'appelle le Toyota Kata, qui a été étudiée. En fait, ça a été créé en 2008 à peu près, puis les livres vraiment plus sur la méthode sont sortis en 2018, ça fait que c'est quand même récent. Puis c'est une méthode d'amélioration continue, premièrement, où le kata d'amélioration, un kata, c'est une routine d'apprentissage. C'est comme une série de choses qu'on répète jusqu'à temps que ça devienne comme une habitude. Fluide. Donc, on a un kata d'amélioration qui a 4 étapes. Puis on a un kata de coaching qui a 5 questions. Okay. C'est ça qu'on a besoin d'apprendre pour faire de l'amélioration continue puis pour améliorer nos processus. 4 étapes, 5 questions. Puis le travail que je fais avec mes clients, c'est premièrement, moi, en tant que coach, de leur apprendre le kata d'amélioration, puis ensuite de les développer pour qu'ils soient capables d'utiliser les 5 questions de coaching pour apprendre aux gens dans leur équipe à faire de l'amélioration de processus. Puis, avec cette démarche-là qui est simplifiée, puis qui est accessible, puis qui est pas menaçante ou intimidante, mais on peut faire en sorte que tout le monde dans une entreprise est capable de clarifier ses propres processus et tout le monde connaît une méthode rigoureuse
pour faire des améliorations à son propre travail. Donc, au lieu d'avoir, mettons, 5 agents d'amélioration dans une entreprise de 2000 personnes, mais là, tu as 2000 agents d'amélioration. C'est vraiment ça que je veux déployer. Puis, d'un autre côté, en termes de gestion, ça fait en sorte que le rôle du gestionnaire, ça devient d'être un coach de ses équipes et ça devient réellement de juste enlever les obstacles au travail pour ses équipes. D'être facilitateur, finalement, et de moins avoir toute la charge sur ses épaules constamment, tout le temps. Parce que moi, je l'ai fait quand j'étais gestionnaire. J'avais une équipe de 30 personnes quand j'étais gestionnaire en logistique à l'hôpital et j'ai commencé à coacher mon personnel. Puis, je suis passée de travailler comme 12 heures par jour, 6 jours par semaine, à être capable de faire mon 35 heures, puis de partir chez nous, puis d'avoir la tête tranquille. Oui. Il y en a beaucoup sur les épaules des gestionnaires, puis le fait de rajouter ça, ça a l'air toujours d'être la chose de trop, la chose de plus qui fit juste pas, mais ça reste quand même... Puis j'adore cette conversation-là parce que tu apportes tous ces angles-là qu'on essaie aussi d'exprimer de... On est une équipe, puis chaque personne a le pouvoir d'apporter de l'eau au moulin quand on essaie d'améliorer, de mettre en place une petite procédure qui explique comment qu'on le fait pour s'en rappeler la prochaine fois, puis pas à juste réexpliquer tout le temps. Par souci de vulgarisation pour notre auditoire, vous êtes 2 personnes qui êtes super à l'aise de parler de processus et de procédure. Moi, je suis une personne convaincue que le mot processus fait peur parce que les gens ne réalisent pas comment des processus, c'est comme partout tout le temps. On en fait tout le temps. Tu l'as dit, ça revient d'une routine visuelle et c'est trop proche de procédure. Fait que là, ça fait procédure, Bref. Pourriez-vous distinguer processus de procédure? Parce qu'il y a une distinction et le processus, c'est beaucoup plus simple qu'on pense, finalement, là, définition parlant. Ben, en fait, souvent, procédure, ça va être un document écrit que personne consulte sauf les ressources humaines. Parfait. Le processus, c'est la manière dont le travail se déroule. OK? Des fois, on peut décider d'écrire la façon dont le travail se déroule sur un papier, par exemple, pour en parler tous ensemble. Mais ce papier-là, peut-être que demain, il ne sera plus à jour. OK. OK? Je te dirais, quand tu veux stabiliser un processus, mais tu vas le faire avec des outils. Puis, la meilleure façon de le faire, c'est de rendre la bonne façon de faire les choses la façon la plus facile de faire les choses. Mm-hmm. Donc, par exemple, si tu veux stabiliser un processus, t'as beau l'écrire sur un papier, mettons, dans quel ordre faire les choses, personne ne va lire le papier, à part les ressources humaines. Il faut en prendre soin de nos ressources humaines. C'est quand même une auditoire qu'on aime. Oui, mais c'est une autre histoire qu'on aime, mais qui n'a pas forcément toujours les outils, justement, pour bien faire leur travail. Il faut aussi comprendre que c'est un outil qu'on peut utiliser de manière courante en ressources humaines, mais que tout le monde ne va pas utiliser comme on utilise en ressources humaines aussi. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens fassent comme « je vais lire les procédures et les détailler et les comprendre ». En même temps, ça peut devenir des routines qu'on instaure, surtout quand on parle d'accueil d'intégration des personnes, des employés, pour pas avoir une personne qui répète tout le temps, pour apprendre ces procédures-là, apprendre ces processus-là. Je regarde 1 ou 2 fois, je l'apprends. Ça, j'y retourne plus, mais peut-être que si je le fais juste 1 fois par année, la prochaine fois, je le fais. Oui. Je vais prendre l'habitude de m'en... Non, mais c'est ça, on a besoin de ces références-là, ne serait-ce que pour être capable de constater notre progression puis comment les choses évoluent. Mais, disons, dans l'esprit de quelqu'un en génie industriel, mais si je veux que tu vides ton assiette, que tu la rinces, que tu la mets dans le lave-vaisselle, ben je vais mettre la poubelle à gauche, l'évier au milieu, puis le lave-vaisselle à droite. Comme ça, ben ce que je veux que tu fasses dans l'ordre, c'est déjà placé physiquement dans l'ordre, ce qui rend ça plus facile à faire. Ce qui revient à l'ergonomie. Tu sais, quand on passe justement à avoir un système qui est ergonomique, système informatique, où est-ce que j'ai pas besoin de lire une procédure parce que c'est compliqué puis que dans le système, ça se fait de façon assez fluide. Mais pour avoir pensé à la façon dont je le fais fluidement, il faut que j'aille penser au processus que je vais implémenter. Fait qu'il faut qu'il devienne, dans le meilleur des cas, transparent dans notre façon d'agir.
devenir un automatisme, mais oui. Puis souvent, même avec des gens qui travaillent dans un bureau, dans un bureau, on a tendance à tout faire au même endroit. Mais très souvent, je vais aménager comme plusieurs stations de travail dans l'environnement du bureau. Donc, tu sais, tu peux avoir ton ordinateur là pour quand tu travailles à l'ordinateur, mais on va t'aménager un coin pour quand tu dois lire des choses et écrire parce que c'est pas le même éclairage que tu as besoin, c'est pas la même position et tout ça. Puis, très souvent, pour les personnes qui font du classement ou qui gèrent du papier, j'essaie d'avoir un endroit à hauteur comptoir, donc des fois sur le dessus d'un classeur pour que la gestion du papier, puis le classement, puis tout ça, ça puisse se faire debout, ça les fait changer de position. Donc, tu sais, c'est toutes ces choses-là qu'on peut penser aussi, puis ça fait du bien juste de pouvoir bouger, puis avoir des lieux physiques qui te rappellent le contexte de ce que tu es en train de faire, puis que ça devient une habitude de quand je vais dans cette partie-là de mon bureau, c'est ça que je fais. Donc, mais c'est pas fait pour contraindre, c'est fait pour diminuer l'effort qui est requis. Puis, ouais. Anecdote, là, puis là, je suis curieuse. Est-ce de l'amélioration de processus que j'ai fait intuitivement? Je me rendais compte que dans ma cuisine, là, j'avais... On a tous des tiroirs là, qui sont organisés d'une façon ou d'une autre. Là. Puis moi, je me trompais tout le temps en 2 tiroirs. Puis c'était rendu que ça faisait partie de ma routine d'ouvrir le mauvais tiroir pour prendre mon torchon, faire « Ah non, c'est le tiroir en dessous » et vice-versa. J'ai changé mes tiroirs de bord. J'ai-tu amélioré mon processus? Ben oui, mais en fait, l'amélioration des processus, là, c'est vraiment d'éliminer les frictions puis les petits irritants. J'ai fait un desire path, un chemin du désir. Je sais pas comment traduire ça. Ouais. Je vois de quoi tu parles. J'ai arrêté de m'obstiner et les torchons vont dans le 4e tiroir et les ziplocs dans le 3e. Ça ne servait à rien d'inverser. OK, bon, je disais niaiserie, là. Mais non, tu dis pas de niaiserie, c'est un super bon exemple. Merci. Non, mais c'est parce que je veux que les gens comprennent que nos journées sont ponctuées de processus constants et je pense qu'on en fait de l'amélioration sans trop s'en rendre compte, justement, quand on se simplifie la vie, quand on se facilite les choses, quand on place les choses de manière ergonomique. Même si, comme tu dis, on n'a pas besoin d'avoir un savoir expert. Il y a des choses qu'on fait un peu intuitivement, mais des fois, il y a des choses qu'on peut avoir besoin d'un coup de pouce ou d'une réflexion supplémentaire, comme on disait tantôt, là. Des fois, c'est des choses qu'on a appris à maternelle, mais qu'on a juste cessé d'appliquer, finalement. Puis là, j'ai envie de ramener ça justement sur comment tout ça est plus neuro-inclusif dans un milieu de travail, finalement. Là. Mais en fait, je te dirais, un bon processus, c'est inclusif. OK? Puis neuro-inclusif, inclusif par rapport aux différentes grandeurs de personnes, inclusif par rapport aux différents physiques. Donc, un bon processus, à la base, c'est inclusif. Parce que le but, c'est que chaque personne soit capable de faire son travail sans obstacle. C'est ça, sans dépenser une énergie à contourner les obstacles constamment, alors qu'on sait que dans l'état des lieux aujourd'hui, plusieurs profils de personnes contournent des obstacles qui sont invisibles aux yeux des autres. C'est ça. De l'énergie. Cette idée-là de l'avoir de façon... dans une lentille d'accessibilité universelle dans notre design de processus. Mais, puis c'est vraiment intéressant parce que, oui, il y a des personnes qui ont des handicaps invisibles, mais on travaille aussi avec des handicaps super visibles et super évidents à un œil extérieur. Comme des fois, on fait juste aller observer quelqu'un travailler, puis on le voit faire 8 fois le tour de la table pour aller chercher quelque chose, puis là, revenir, puis là, refaire le tour de la table, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle sert à quoi la table? On peut-tu l'enlever? Ah, c'est juste, elle était là quand on a commencé, puis on a pris l'habitude de la contourner. On a toujours fait ça comme ça. mais en fait, c'est que ça se passe physiquement dans les entreprises. C'est super facile à voir quand on arrive. Mais quand on parle de processus cognitif, on a plein de ces tables-là qui sont dans notre chemin, puis qu'on a appris à contourner, puis qui nous rendent la vie dure. Moi, à un moment donné, j'étais plus capable, j'étais constamment fatiguée. Puis
J'ai fait des tests, j'ai appris que j'étais neurodifférente, j'ai changé des choses dans mon travail, dans mon environnement. J'ai mis un filtre de lumière bleue dans mes lunettes. Mm-hmm. Ça fait la différence entre, après une journée de travail, j'étais pas capable de faire le souper parce que j'étais trop fatiguée, après une journée de travail, j'ai encore de l'énergie pour parler à mes enfants, leur demander des nouvelles de leurs devoirs, puis faire à souper. Mm-hmm. Puis être une personne humaine pendant la soirée. On se rend plus compte, je pense, de l'accumulation au fil d'une journée, justement, de tout ce que notre cerveau a besoin de traiter. Puis à la fin, on a besoin de décanter. Mais comme tu dis, on a besoin d'être encore une personne fonctionnelle. On a peut-être d'autres personnes à prendre soin. On doit prendre soin de nous-mêmes. Puis on le nomme souvent un exemple avec Mélissa. C'est ce qui fait que des fois, les gens comprennent pas ou voient pas venir une personne qui va en arrêt de travail parce que elle a donc l'air de fonctionner à job. Sauf que ce qu'on voit pas, c'est que cette même personne, elle arrive à la maison, puis il n'y a plus rien qui fonctionne, elle s'écroule, que ce soit par, justement, batterie sensorielle ou sociale ou cognitive vidée, mais elle n'arrive plus à mener d'autres sphères de sa vie qui sont nécessaires et importantes pour être capable d'être la bonne collègue, employée, gestionnaire que cette personne-là doit être au travail. Puis aussi simple que les bouchons d'oreilles dans les endroits bruyants. Mm-hmm. Je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin jusqu'à temps que j'en ai puis que je les porte, puis que je constate la différence. Donc, il y a peut-être des gens qui écoutent, là, qui ont ce genre de besoin-là puis qui le savent même pas encore. Ben c'est ça, il y a comme plus de retour en arrière. Une fois que tu sais, tu peux plus ne plus savoir, mais avant, ben, tu t'étais dépatouillé. Puis tu sais, la pandémie a été un moment assez marquant justement pour plusieurs personnes neurodivergentes dans ce sens-là parce que, en passant, juste clarification de vocabulaire, Julie, tu utilises le terme neurodifférente, nous on utilise neurodivergente, c'est des termes qui sont identitaires, on le rappelle, puis qui veulent essentiellement ramener à des profils justement différents des standards attendus neurotypiques, là, mais donc c'est une question aussi de préférence et de confort dans la façon qu'on utilise les mots. Je voulais juste dire que ça voulait dire la même chose. Et étant donné que je ne suis pas neurotypique, j'ai un avis sur la question, puis on pourrait en débattre. Mais... Absolument. Puis il est bienvenu, tout à fait. Vraiment, terme identitaire encore une fois. Puis je voulais juste le nommer parce que ça se peut qu'il y ait des nuances que je vois pas en ce moment dans ta façon de l'aborder, en effet. Là, je voulais aller... Zut de flûte. Je t'ai fait perdre ton idée, je suis désolée. J'aurais été capable du seul, je suis certaine, mais... Aïe, aïe, aïe. De quoi tu parlais, toi, avant, t'en souviens-tu? Ah, la pandémie! Oui, la pandémie! Bon, la pandémie, ben justement, ça a accéléré l'accès au télétravail. Je dis accéléré parce que c'était donc impossible avant, puis tout d'un coup, c'est devenu possible du jour au lendemain. Moi, ça me fascinera toujours quand on a peu le choix. Hein? Mais tout ça pour dire que pour plusieurs personnes, d'avoir expérimenté le télétravail, puis ça a été marquant pour des profils de personnes neurodivergentes, mais pas seulement, ben tu découvrais une réalité possible que tu n'avais jamais même osé envisager avant, puis cru qu'elle pouvait se faire. Puis quand tu es revenu au bureau après, ben t'étais comme, mais comment? Moi, en tout cas, je dis que ça a été ça, mon cas. Je suis revenue au bureau, puis je me disais, je vais passer la journée sous le bureau. Comment ai-je déjà fonctionné dans ce contexte-là? Je ne comprends pas. Donc, c'était difficile de revenir en arrière. Oui. Puis, tu sais, de penser justement à cette amélioration continue, à ces processus-là, comment est-ce qu'on l'implante, puis comment est-ce qu'on peut s'en servir aussi pour venir détaboutiser, en gros guillemets, l'utilisation de certains outils. Je pense justement à des coquilles anti-bruit ou à des bouchons. Tu sais, si on sait qu'on fait le mapping sensoriel d'un environnement de travail, puis qu'on sait qu'il y a des zones qui sont plus bruyantes, d'avoir de façon ergonomique à même l'environnement à disposition des personnes, des bouchons, ou juste comme un visuel de rappel de « Hey, tu as le droit d'utiliser des bouchons », ça fait moins comme une personne a découvert que ça l'aidait, puis là, tout le monde la regarde comme si elle avait un troisième œil dans le front parce que elle utilise des casques anti-bruit, mais on vient démocratiser l'usage d'outils, puis on rend ergonomique à même l'environnement. Fait que ça serait un exemple de comment est-ce qu'on pourrait réfléchir tout ça pour que ça soit, j'ai juste le mot anglais « seamless », là, mais que ça s'intègre très bien, mais en fait, je trouve que la meilleure façon d'être inclusif, c'est de proposer des options puis de laisser les gens choisir les options. Par exemple, quand je fais un atelier avec des personnes, souvent, on est entre 8 et 12 personnes dans une salle. C'est pas confortable pour tout le monde d'être dans cette situation-là. Puis, premièrement, au début, je dis à tout le monde, vous avez le droit de vous lever, vous avez le droit de bouger, vous avez le droit de prendre des notes, de jouer avec du papier. Je sais que vous m'écoutez. Donc, je leur donne déjà d'emblée la permission. Puis, quand je veux générer des idées, par exemple, mais
je vais tout le temps utiliser 2 moyens. Donc, on va faire un brainstorming verbal pour les gens qui veulent parler, mais tout le monde a un paquet de post-it puis des crayons devant eux. Et puis les deux, en fait, moi, en autant que les idées de tout le monde se retrouvent sur le tableau, je suis contente. Ouais. Ça fait qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise à écrire toutes leurs idées. Il y a des gens qui vont jamais prendre le crayon dans les mains, puis c'est moi qui écris leurs idées pour eux parce qu'ils les lancent verbalement. Mais à la fin, mon objectif, c'est que les idées de tout le monde soient là. Fait que le processus inclut d'emblée ces espèces de différents chemins. Tu sais, on dirait que je vois des parcours d'arbre en arbre, puis des fois, tu as des chemins différents que tu peux prendre. La personne qui va prendre la petite corde, la personne qui va prendre le filet. Ben on se rend au même point, finalement. Là. Puis, tu sais, l'ordre du jour d'une réunion, c'est un processus. Le fait de s'en venir ici, installer les micros, vérifier les caméras, c'est un processus, tu sais, c'est juste que à partir du moment où est-ce qu'on le stabilise, mais on est capable d'utiliser la meilleure méthode qu'on connaît, puis répéter la meilleure méthode qu'on connaît, au lieu de constamment apprendre des mêmes erreurs qu'on répète. Oui, puis de toujours se reposer les mêmes questions, finalement, alors que ça peut être tellement simplifié, puis on peut ne plus avoir à avoir cette charge cognitive. Personne. Puis comme tu dis, pour les personnes neurotypiques, ben, il y a un certain seuil. Pour les personnes neurodifférentes, il peut avoir un seuil plus bas. Mais même une personne neurotypique fatiguée va avoir un seuil plus bas. Donc, finalement, ça bénéficie à tout le monde. C'est une belle grosse conversation. Tu sais, si on essaie de résumer tout ça, grosso modo, tu sais, les processus font partie de tout ce qu'on fait, d'essayer de les rendre inclus dans notre environnement, mais de prendre le temps de les réfléchir, de les stabiliser avec les meilleures pratiques de façon accessible, de façon ergonomique. Je pense que ça résume pas pire le dernier 40 minutes qu'on a jasé ensemble. Puis là, mais avec tout ça, au moment d'enregistrer, tu as un livre qui s'en vient. Au moment de diffuser, il va probablement être déjà sorti. Sinon, ça s'en vient sous très peu. Là. Fait que là, c'est toujours excitant. Là. Ben oui. On a une bibliothèque sur le site web, puis ça nous fait toujours plaisir, surtout d'encourager des auteurs et autrices d'ici. Fait que parlons un peu de ça. Mais justement, la méthode dont je vous ai parlé d'amélioration continue avec les 4 étapes puis les 5 questions, mais je la décris dans le livre en détail avec des exemples que j'ai vécu moi-même, avec des exemples d'une compagnie fictive qui dénominalise des situations que j'ai vécues avec mes clients. Et en fait, je parle de ça, je parle de psychologie positive, puis je parle de comment ça peut transformer la gestion d'une organisation, d'adopter ces pratiques-là. En gros, abat la hiérarchie et les relations d'autorité. Quand on est gestionnaire puis que on devient vraiment un soutien pour nos employés, on n'a plus besoin de cette posture-là d'autorité. Comment est-ce que je peux devenir essentiel sans être obligatoire dans mon environnement, de faire partie intégrante du succès sans être un... Pour vrai, la prémisse est tellement intrigante. Là, on a juste vraiment hâte de lire. Oui. Puis je trouve ça intéressant parce que ça fait un ouvrage de plus sur ces hiérarchies aplanies-là qui fait partie des discussions, mais des fois, dans l'opérationnalisation, ça semble un peu nébuleux. Puis justement, c'est plus que tu veux avoir une entreprise qui, dans certains vocabulaires, on va parler d'entreprise libérée, entre autres, tu as besoin d'avoir assez de structure et de processus et de tout ça pour que les gens soient libres de pouvoir faire opérer cette organisation-là. Fait que je suis vraiment contente de savoir qu'il y a un livre de plus sur le sujet qui va être très applicatif. Je pense que les gens ont besoin de ces exemples-là. Puis tu es tellement imagé dans tout le contenu que tu crées que je suis sûre que ça va se répercuter dans ton livre puis que ça va être passionnant à lire. Allez suivre Julie, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur son blog. Son blog est vraiment intéressant, là. Mais juste parce que tu as cette capacité de vulgariser, d'imager qui est assez impressionnante, en effet. Puis tu sors des exemples tellement anodins de la vie quotidienne. Puis là, finalement, tu arrives à y faire vivre énormément de concepts qui peuvent être très abstraits autrement. Donc, on vous encourage vivement à te suivre. Site web, si tu devais le donner, parce que de mémoire, je ne l'ai pas. kaizenradical.com. Oui, donc KAIZENradical.com. On le mettra de toute façon dans les liens de l'épisode avec le lien vers le livre aussi. Effectivement. Fait que merci d'être venu à notre podcast. Merci d'avoir démystifié tout ça puis nous aider à taper sur ce clou de c'est important de faire de l'amélioration continue. Le processus, ça compte. Merci. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion?
Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuense.com.